Bienvenue dans les catch-up du panier, un moment unique avec des anciens invités du panier. Premier podcast e-commerce en France. L'idée est de reprendre la discussion là où on l'a laissé un an plus tôt pour analyser ce qu'il s'est passé depuis, quels nouveaux enseignements ils peuvent nous apporter, quels sont leurs insights marchés ou produits et comment ils ont fait pour progresser comme ils l'ont fait. Le tout en moins de 30 minutes, ce sera un challenge. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence conseil tech et créative. Notre mission, rendre l'expérience digitale de l'utilisateur final efficace, belle et inspirante pour faire gagner nos clients en visibilité, en efficacité, en singularité. Vous avez un projet? Parlons-en et contactez-moi sur contact@lepanier.io. Bonne écoute! Je reçois dans ce catch-up du panier Rodolphe Gardy, qui est le CMO, le Chief Marketing Officer de Asphalt. Asphalt, vous connaissez, c'est une marque de prêt-à-porter pour hommes qui est sur un modèle assez particulier, un modèle de pré-vente. Ils envoient des questionnaires pour découvrir le type de produit qu'ils doivent produire, font des prototypes, une vidéo teaser, une campagne de teasing, de la pré-vente et ensuite de la vente. Ils étaient sur un modèle de une vente par mois et ont fait face à pas mal de questions sur l'accélération. Comment accélérer sur le modèle qu'ils avaient sans se dénaturer, sans se trahir, ni se travestir. On aborde aussi un sujet qui est hyper intéressant, la clarification de la marque et de la plateforme de marque. Qui on est, à quoi on sert et comment on le fait savoir à nos clients, nos partenaires et on le fait transpirer dans toutes nos communications. Sujet passionnant. Et sur la diversification, comment est-ce qu'on passe de 1 lancement par mois à presque 2 par semaine aujourd'hui. On aborde aussi des enjeux qui sont l'international et le marché de la femme que Asphalt n'adresse pas encore mais va adresser bientôt. Épisode passionnant, surtout pour une boîte qui cartonne. Ils sont passés de 5 à 13 millions l'année dernière. Ils devraient encore le doubler, voire plus cette année. Mais surtout passer de 30 000 clients à près de 80 000 l'année dernière. Ils ont dépassé les 100 000 aujourd'hui. L'équipe de Rodolphe, quand je l'avais reçu, ils étaient 3. Aujourd'hui, ils sont plus de 20, bientôt 25. On aborde des sujets de management hyper intéressants. C'est un épisode de catch-up passionnant. Très belle écoute. Bonjour à tous et salut Rodolphe. Tu vas bien? Ça va très bien et toi? Ouais, je suis au top pour la raison suivante parce que c'est le premier épisode de podcast. Pas seulement du panier, mais le premier épisode du podcast Cosa Vostra de manière générale qu'on enregistre dans nos nouveaux bureaux à Bordeaux, à la Villa Maria, que tu as donc pu visiter, qui est en finalisation, mais les bureaux sont utilisables. Ce qui n'est pas fini, c'est la piscine ni la crèche que je t'ai pas montré. Il y a une crèche. Ouais, c'est impressionnant. Très beau bureau. Hein. Les bureaux sont juste incroyables. Alors, chers auditeurs, vous nous excuserez. Je suis dans une salle qui résonne un peu, mais on va s'approcher du micro pour être sûr que ça ne résonne pas. Il y a certainement des artisans il est possible qu'il y ait des artisans qui passent pour monter des trucs, mais on devrait être bien. On devrait être bien parce que Rodolphe a une belle histoire à nous raconter pour ce catch-up. Vous avez cartonné chez Asphalt. Alors, on le dit assez souvent avec les invités que la période du Covid a été pour certains d'entre nous faste. Heureusement et en dépit malheureusement de tout ce qui est arrivé à beaucoup de gens, mais faste. Donc, une belle accélération. 5 millions de CA à plus de 13, mais surtout 30 000 clients à 80 000, presque un x3. C'est incroyable. Ouais, c'est allé très vite, effectivement. Enfin, c'est allé très vite... Ça a été une surprise pour nous. Effectivement, l'accélération s'est passée en fait par une diversification de l'offre. Et on y viendra. On va parler justement de cette diversification de l'offre qui vous permet un peu de sécuriser le business. Ouais. On va parler de cette hypercroissance qui a un effet, c'est qu'il faut recruter. Et du coup, ta boîte change. Quand je t'ai reçu il y a 2 ans, vous étiez 3 dans ton équipe et 10 dans la boîte. Aujourd'hui, vous êtes une cinquantaine. Tu as 20 personnes dans ta boîte? Ouais, 20-25, c'est en train de passer à 25. Ouais. Non mais voilà, donc il y a plein de sujets de management qu'on va aborder. Quand tu crois autant, tu as aussi un sujet qui est fort, et surtout dans une boîte comme Asphalt, qui est la dilution de ton ADN, de ta culture, qui ne doit pas se diluer, qui doit rester fort et concentré. Mais comment est-ce que tu le concentres à 50 comme tu peux le concentrer à 10? On parlera ensuite un peu d'activation, et l'activation passe par un sujet qui est important, qu'on avait déjà évoqué d'ailleurs avec Anthony Bourbon de Feed dans un catch-up, je vous invite à l'écouter, mais qui est la clarification de ta marque et de ta promesse, qui est un sujet qui est vraiment crucial, chers auditeurs, pour avancer, poser les bases d'une communication forte. Et on terminera par vos ambitions, notamment l'international, enfin entre autres l'international, et puis peut-être les femmes, puisque c'est une moitié de la population. Mais peut-être que pour commencer, tu peux nous rappeler, si vous n'avez pas fait vos devoirs et écouté le premier épisode d'Asphalt, c'est quoi Asphalt ?
Ouais, alors Asphalt, c'est une marque d'abord de vêtements en ligne, exclusivement en ligne. Et en fait, on fait les choses un peu différemment. D'abord, on co-crée tous nos vêtements avec nos clients. Donc, plutôt que de le faire dans notre coin, on demande aux gens ce qu'ils veulent et on essaie de répondre à leurs besoins. Et ensuite, on fait de la précommande. Ça veut dire que les gens achètent un vêtement qui n'est pas encore créé et on crée chaque vêtement en fonction du besoin. Donc, on ne crée en fait que des vêtements qui sont vraiment utiles, vraiment nécessaires, puisqu'ils ont déjà été achetés. Donc, on évite comme ça la surproduction. Et ensuite, Asphalt, c'est tout un tas de choses. C'est un ton, c'est une marque qui est assez proche de ses clients, assez disruptive dans sa manière de communiquer. Et ça, c'est assez nouveau sur le marché du vêtement, qui est généralement assez pompeux. Donc voilà, c'est tout un tas de choses. C'est un fonctionnement différent, c'est une communication différente. Et c'est effectivement une grosse base de clients progressivement. Vous allez bientôt passer la barre des 100 000 clients. Exactement. Bah là, on l'a dépassé en 2021, mais okay. Effectivement, en 2020, on a vu une énorme croissance de clients. De la précommande, de la co-création, des produits quali, l'éco, le green, super green est hyper important pour vous. J'oublie l'essentiel, qui est évidemment le produit dont j'avais longuement parlé pendant le premier épisode et qui est le cœur d'Asphalt, le cœur battant. C'est avant tout d'offrir un produit qui correspond exactement à ce que les gens veulent. Et ce que les gens veulent, chez nous, c'est de la solidité, de la durabilité et de l'éco-responsabilité. Et donc effectivement, cette année, c'est depuis le début dans l'ADN de la marque, mais cette année, on a vraiment fait un grand pas en avant sur l'éco-responsabilité, même si c'est pas le sujet aujourd'hui, mais ça a été un truc très difficile à faire pour une marque de mode aujourd'hui. C'est difficile de parler de vêtements puisque c'est assez incohérent en fait, puisque quand tu crées, tu pollues. Donc quand tu crées des vêtements, tu pollues. Donc comment est-ce que tu peux t'intégrer là-dedans et en fait justifier ta création de vêtements? Ça, c'était compliqué et on l'a expliqué dans un très long article. Et l'autre chose, c'est qu'il faut... ce qu'on a fait, c'est qu'on a... Bon, alors je rentre un peu dans le détail immédiatement, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par mesurer l'impact de chaque vêtement, ce qui est sur chaque fiche produit. On a l'impact de chaque vêtement en énergie, en CO2 et en eau, donc pour que les clients soient bien au courant de ce qu'ils achètent. C'est Fago aussi qui faisait ça, je crois. Cette chaussure a consommé X litres. J'ignorais. Ouais, et ce positionnement très consommateur averti. Donc tu fais ce que tu peux pour l'environnement. Ouais, exactement. Non mais chez Fago, pardon, je fais une parenthèse, mais ils vont même jusqu'à dire à leurs employés de vider leur boîte mail, d'archiver ou de marquer, d'archiver ou de supprimer un maximum de messages parce que c'est moins de stockage sur les serveurs. Enfin, tu vois, ça fait partie. Tout à fait. Ça, c'est intéressant. Et du coup, ce premier sujet, c'est que quand on s'est vu, vous étiez sur un produit par mois, donc vous aviez un peu prouvé le modèle et vous étiez en phase d'accélération. Là, tu as un enjeu, c'est de sécuriser puis peut-être d'accélérer cette création. Ouais, complètement. L'accélération, c'était la première chose. En fait, c'est arrivé quand on s'est vu, c'est marrant, on était vraiment pile à ce moment-là de réflexion il y a 2 ans. On hésitait entre 2 business models. En gros, le business model Kickstarter, qui est de vendre un produit et de le vendre pendant longtemps, de bastonner les gens avec ce produit-là, ou alors d'en vendre plein, le modèle vente privée. Du coup, d'avoir un lancement par jour. Et donc, on a commencé par le modèle Kickstarter en se disant que nous, justement, comme on voulait faire peu de vêtements, puisque pour nous, en fait, le vestiaire masculin est fini, on va faire 200 pièces maximum et ensuite on arrêtera. 200 pièces, 200 référents. 200 vêtements différents. Ouais. Donc on s'est dit, il vaut mieux qu'on... Mais déjà 200, c'est énorme. En fait, c'est beaucoup, mais quand tu te dis... Je suis un mec, j'en ai 4. Enfin, j'ai des chaussettes, des caleçons, des t-shirts à manches courtes, un pull et des jeans. Ouais, 5. Ouais, mais du coup, t'as un pull, t'as un pull col V, un pull col rond, enfin tu vois, un pull col roulé pour quand il fait froid, 2-3 manteaux pour l'hiver, l'été, voilà. Et en fait, ça monte très vite à 200. Ok. Investir de 200 pièces, en fait, c'est pas si énorme pour une marque. Okay. Puisqu'en fait, tu vois... 200 pièces, c'est Est-ce que tu peux être aussi bon sur 200 que sur 15 ou 20, tu vois? Mais je t'accompagne dans ta pensée. Je comprends ce débat, cette discussion que vous avez pu avoir en interne à cette époque. Et ben en fait, la vision d'Asphalt, c'est qu'il y a effectivement un vestiaire masculin qui est fini pour nous. On va pas faire à l'infini créer des nouveaux trucs qui n'ont jamais existé avant. Puisque la vision, c'est de reprendre des basiques et de les proposer à nos clients.
c'est vraiment d'être mainstream, quoi. C'est de proposer des vêtements qui peuvent être portés tous les jours au quotidien. Donc c'est pas de faire des défilés, des trucs de ouf. Donc dans cette vision-là, on s'est dit que notre business model, c'était peut-être plus... en tout cas, c'était plus pertinent au début de se dire qu'on allait faire des Kickstarter, enfin le modèle Kickstarter, de lancer un produit par mois. Sauf qu'en fait, la mode, c'est pas comme Kickstarter. On vend pas des couteaux suisses, on vend des vêtements, donc qui doivent plaire ou non. Et en fait, très vite, on s'est rendu compte que c'était pas du tout la bonne stratégie sur des vêtements. En fait, dès qu'on fait un lancement qui marche pas, ou que les gens apprécient pas, ou finalement qui rencontrent pas le même succès en acquisition, et ben on se retrouvait avec un mois pourri. Donc en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait pivoter et qu'il fallait passer sur un modèle où justement on proposait des vêtements plus fréquemment. Et effectivement, c'est à peu près en fin 2019, début 2020, qu'on a réussi à prendre ce tournant et à proposer plus de vêtements, tout en étant avec des vêtements qui soient toujours aussi quali. Donc on passe de un lancement par mois à 2 par semaine. Alors on est d'abord passé à 2 par mois, puis passé progressivement de 1 par mois à 2 par semaine. La boîte était prête en termes de com, en termes de prod, en termes de sourcing? Ça a été très difficile, effectivement. D'abord, c'est le produit. En fait, chez nous, on est une énorme équipe produit. Donc on est depuis le style, ensuite jusqu'au produit, à la prod, au marketing. Tout ça, c'est une énorme équipe produit qui bosse sur un seul produit. Combien de personnes aujourd'hui sur les 50? En fait, on écarte juste les ops et encore parce qu'il y a la log dans les opérations. Donc, bon, j'expliquerai peut-être la structure de l'équipe plus tard, mais en gros, la moitié de la boîte est au produit, quoi. Ouais, la moitié de la boîte. Si je me dis que vous êtes 20 au marketing, 20-25 au marketing, quelques ops. Ouais, une quinzaine au produit et 5 aux ops. Ok. Structuration, lancement, croissance. Voilà, c'est ça. Du coup, il a fallu d'abord que le produit, qu'on envoie un max de questionnaires, qu'on réceptionne énormément de données, qu'on les traite, qu'on fasse des prototypes, qu'on valide des prototypes. Bref, ça a pris 6 mois avant que l'équipe produit arrive à nous voir au marketing en disant c'est bon, on a des produits qui sont prêts et on est capable de lancer tous ces produits-là. Donc vous avez préparé les produits en amont. Voilà, c'est ça. Mais du coup, on sort du modèle co-création et prévente. En fait, on avait commencé par faire. En fait, c'est notre modèle, c'est qu'on commence par demander leur avis aux gens. Le modèle ne change pas. Ouais, le modèle ne change pas. Mais on a dû demander leur avis aux gens 6 mois avant, en leur disant vous voulez une paire de Derby. Dites-nous ce que vous voulez. Ensuite, toute l'équipe produit charbonne sur cette paire de Derby grâce aux réponses des gens. Et puis ensuite, une fois qu'on a répondu au brief des clients, là, c'est l'équipe marketing qui prend la main et qui dit, une fois que le prototype est fait, c'est l'équipe marketing qui prend la main, ou du coup, l'équipe produit explique tout ce qu'ils ont fait et nous, on le propose en pré-vente aux gens. Donc, on a juste un prototype qu'on explique, qu'on shoot et qu'on met sur le site et les gens achètent en précommande ce produit. Donc ce modèle ne change pas, l'équipe produit arrive à aller dans cette direction de plusieurs lancements par semaine. Vous, au marketing, vous suivez, mais est-ce que ton audience est prête à ça? Se projeter tous les mois sur un jean hyper excitant, des derbies ou la chemise du printemps en fait, versus 2 fois par semaine, il faut... Ouais, écoute... c'était vraiment flippant pour nous. On se demandait vraiment si on n'allait pas saouler les gens ou si ça allait pas être compliqué pour le taux de clic, parce qu'en gros, nous, la moitié de notre CA par lancement est générée par le mail, par notre base mail qui reçoit nos mails et qui achète. Donc en fait, on était très flippés effectivement, l'accélération des lancements, ça voulait dire une accélération de la pression mail et donc potentiellement une baisse des taux de clic. Donc, il fallait d'abord aller chercher des nouvelles personnes, puisque accélérer les lancements de mails, ça veut dire avoir un plus fort taux de désinscription. Donc, il faut remplir cette base mail pour pas qu'elle décroisse. Et moins de CA par produit par lancement. Admettons que vous ayez, l'année dernière, sur les 13 millions, fait un lancement par semaine en moyenne, j'en sais rien. Ça, c'était effectivement un calcul. Tu baisses ton... Parce que sur 5 millions, avec 12 lancements, tu fais 400 000. Là, sur 13 millions... Donc l'année dernière, c'est ça. Et allez, 50 lancements, tu fais 250 000, quoi, c'est de CA. Exactement. Il a fallu effectivement faire un choix et un arbitrage entre l'accélération du nombre de lancements et du coup des coûts fixes par lancement. Le coût fixe par lancement, donc le prototype, tout le marketing, les vidéos, les teasers.
qui était moins amorti Ouais. par du coup le fait que ça s'accélérait et donc que la pression marketing augmentait et que les gens du coup achètent potentiellement moins chaque produit, mais font un choix entre les produits. Mais en fait, nous, notre vision là-dessus, ça n'a pas été de se dire que on visait un vase clos, un cercle fermé d'un petit pool Oui, de clients Toi, ton qui doivent calcul, tout c'est racheter. séduire et les En audiences fait, plus larges. Ouais. exactement. Et c'est ça qui s'est passé en 2020. En fait, l'accélération, elle s'est passée par la diversification de l'offre. Et donc, c'est là où on a commencé à offrir plein de produits différents avec des gammes de prix différentes. Tu vois, avant 2020, le produit le moins cher qu'on avait fait, c'était un produit à 80 balles. Et en fait, en 2020, c'est là qu'on a on a lancé un t-shirt où on a bossé 4 ans dessus. Ça a été très compliqué. Et là, du coup, de proposer un produit à 29 €, ça a été un levier d'accélération monumental, puisque tous les gens qui nous connaissaient et qui ne pouvaient pas nous acheter, en tout cas qui ne nous faisaient pas confiance, du coup, nous ont fait confiance sur un premier t-shirt, ont été super contents, ont racheté, et donc on a ouvert, en gros, grâce à la diversification de l'offre, à des populations, à des gens, des portefeuilles qui étaient très différents de nos clients early adopters. Ok, le lancement d'un t-shirt à 30 € quand on fait des produits haut de gamme et beaucoup plus chers, comment ça s'est passé? Comment ça a été réceptionné? Eh ben, ça a été 3 mois plus tôt, on s'est demandé ce qu'on allait pouvoir faire. On avait vraiment envie de faire un truc différent de ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant, où on faisait des vidéos de présentation de 2 minutes avec un mannequin, une voix off. Et là, du coup, on s'est dit, on a envie de faire une vidéo où on est beaucoup plus proche des gens, on a envie de leur montrer vraiment les coulisses. Et on a fait une vidéo de 8 minutes dans laquelle on fait comme si le client rentrait dans les bureaux et on leur montre exactement par où est passé le t-shirt, comment est-ce qu'on a passé 2 ans sur un t-shirt, et donc ces 2 ans La transparence totale, quoi. Bah, on a essayé en tout cas d'expliquer qui fait quoi dans ce t-shirt et tout, quand il va être livré et tout. Le truc dure 8 minutes et c'est une vidéo qui a cartonné sur YouTube en acquisition. Comme quoi, c'est pas des formats de 8 secondes qui fonctionnent le mieux sur YouTube, c'est des formats qui sont sincères, quoi, qui sont bons. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux sur YouTube? Il n'y a pas de secret. Le bon contenu, du contenu sincère et agréable. En fait, du contenu que toi, tu as envie de regarder. Une vidéo sur laquelle tu cliquerais et dans laquelle tu te barrerais pas au bout de 5 secondes, 30 secondes. Un truc clair et enthousiasmant, quoi. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Et effectivement, ce t-shirt, ça a été le premier pas vers une nouvelle stratégie de diversification produit, ou du coup, et d'accélération des lancements. Où à partir de là, effectivement, on a fait beaucoup d'acquisitions de clients. Là-dessus, on a gagné 19 000 clients, je crois, sur le lancement du t-shirt seulement. 20 000 clients, donc vous êtes passé de 30 à 80, je simplifie. Hein. Donc vous avez gagné 50 000 clients, dont 20 000, 50 000 nouveaux clients, dont 20 000 sur le t-shirt, c'est-à-dire 2/5, ça fait 40%. Ouais. 40% de nouveaux clients sur... ça vaut le coup, il faut le répéter. Ça, du coup, on le répète, effectivement. On parlait tout à l'heure des coûts fixes d'un lancement. En fait, c'était ma question. Tu connais combien te coûte de lancer un produit? Alors, je sais pas exactement, parce qu'en fait, ça dépend de chaque produit. Il y a des coûts fixes qui sont assez variables en fonction des produits. Il y a des produits aussi sur lesquels on met beaucoup plus d'argent, parce qu'ils sont beaucoup plus, ils sont plus pertinents, ils sont plus attendus par notre base de données. Donc, on se permet de mettre beaucoup plus d'argent. Ça va le faire. Ouais. On est en bricole. Je bricole mon micro, chers auditeurs, pardon. Vas-y. Il y a des produits sur lesquels vous vous permettez de mettre plus de donc, budget, je peux pas te dire exactement combien les coûts fixes, mais ça se compte en dizaines de milliers. Le t-shirt, 2 ans de production, de réflexion, des réunions, des machins, c'est du temps homme, c'est beaucoup de prototypes. Ouais, effectivement. Ça a été mais 20 000 nouveaux clients. Ce serait intéressant du coup d'avoir ton CAC. Je pense compta analytique, tu vois. Moi, je serais heureux à la fin de l'année de me dire, mes 52 produits ont coûté tant, combien ils m'ont rapporté de clients, de budget, de CA. Complètement. Là, c'est un travail qu'on est en train de faire de fond sur effectivement tous les produits qu'on a sortis ces dernières années, lesquels sont vraiment, lesquels ont besoin de rester dans le catalogue. Parce qu'effectivement, en fait, si certains étaient très attendus par nos clients, peut-être qu'on s'est foiré sur la réalisation, peut-être qu'on a mal lu certaines réponses au questionnaire. En tout cas, il y a des produits sur lesquels il va falloir qu'on abandonne. Bref, en gros, ça a été une année d'explosion parce que de diversification de l'offre et parce que grosse accélération dans un contexte qui était ultra propice à notre business model, puisque toutes les usines étaient fermées, tous les entrepôts étaient fermés, et nous, on fait de la précommande. Ça veut dire que tu achètes un truc et tu seras livré quand il sera produit.
Donc évidemment, quand tu es bloqué chez toi, tu te dis bon bah j'ai pas vraiment besoin d'avoir un t-shirt demain absolument, mais la promesse d'un truc solide qui tient bien et qui est éco-responsable me plaît bien, parce qu'effectivement il y a eu un side effect au Covid, en tout cas on le voit vraiment dans le community management, ça a été que même si même s'il n'y a pas un lien direct entre le Covid et l'industrie textile, il n'y en a pas vraiment. Ouais. En fait, il y a eu une sorte de bulle qui a explosé sur la conscience des gens sur leur consommation. En gros, le lien s'est fait sur le Covid, c'est une crise qui est planétaire et c'est une crise qui a été générée par énormément de surproduction, de déplacement, de mondialisation et tout ça. Et du coup, il y a une sorte de déplacement qui s'est opéré sur la consommation des gens, sur comment est-ce que je vais faire pour consommer mieux, pour un peu moins vite foutre en l'air la planète. Ok, intéressant. Et donc, on voit qu'il y a une conscience accélération de la prise de conscience vraiment très importante sur cette année en tout cas. Et nous, on avait ce message, ce modèle de consommation et cette promesse de durabilité qui en fait était au bon moment, au bon endroit. Ok. Accélération, alors je fais une parenthèse, mais Rodolphe me disait en début quand on préparait l'entretien que c'est quand même cool les versions de 30 minutes, les épisodes de 30 minutes, parce que ça va vite, c'est efficace, ça tient le temps d'un run, on va droit au but. Et je disais, qu'est-ce que tu préfères toi en tant qu'auditeur? Et il me disait, effectivement, les 30 minutes, ça me plaît pas mal. Je lui ai dit, on va essayer de le faire, on est déjà à 19. En plus. Mais la discussion est passionnante et je veux pas me priver d'une bonne discussion. Ok, hypercroissance, accélération en tout cas, je sais pas si c'est de l'hypercroissance, parlons-en. Ça veut aussi dire structuration, recrutement. Vous êtes passé de 10 à 50, donc x5 sur une bonne partie de l'année Covid. Ouais. Enfin... On était peut-être 15 début 2020 et effectivement on est passé, là on est... ça fait un an et demi, parce que là on est en juin au moment où on écoute ça, donc en un an et demi effectivement on est passé à 50. Et ça a été un vrai challenge, qui n'a pas été censé pocasser, hein. Évidemment, ça a été compliqué. En plus, en période de Covid, pour une boîte qui, en plus, passait de Paris à Bordeaux, recruter plein de gens à Bordeaux, en télétravail, avec des locaux un peu trop petits, ça a été vraiment... T'as multiplié les risques d'écueil, ou disons les difficultés, quoi. T'as pas fait... c'était pas simple. Non, ouais, c'était pas simple, et c'était passionnant, puisque, en fait... Mais tu trouves... Alors, je fais un focus sur toi, parce que tu encadres l'équipe marketing, du gros, du contenu, de la prod de contenu, évidemment. Tu passes de 3 à 20, voire 25, tu les trouves, ces personnes? J'ai l'impression qu'en ce moment, le marché est tellement tendu que tout le monde est en plus en free... Ouais, écoute, c'était très difficile au tout début d'Asphalt. Les gens ne connaissaient pas. Ils savaient pas qui on était. Ils avaient jamais vu une pub. La promesse leur par les moyens. On était probablement moins clair qu'aujourd'hui aussi sur là où on va, ce qu'on veut faire, là où on veut aller. Donc, c'est de plus en plus facile. À mesure où tu grossis, à mesure où plus t'es connu, plus évidemment c'est facile de recruter. Donc ça a été de plus en plus facile à mesure que de l'année 2020. Début 2020, c'était encore un peu compliqué. Mais progressivement, là, c'est de plus en plus facile. Ok, compris. Il y a des enjeux de structuration, du coup, des équipes. Effectivement. Toi, ton équipe marketing, elle est, quels sont les heads-off ou quels sont les managers? Ouais, effectivement, ça a été vraiment... il doit se passer beaucoup de choses. Je pense... à ce moment-là dans les structures de start-up, et c'est vraiment bénéfique et naturel. C'est ça qui doit se passer, c'est des duplications de tâches, des pôles qui se divisent en deux, pas des duplications, des scissions, tu veux dire? Pardon, oui, effectivement, pas des duplications, des scissions de pôles en deux. Le mec était SEO et paid, il faut en fait un mec un CEO, un mec paid, par exemple. Okay. Et il faut que les jobs se divisent. Et ça, j'ai eu de la chance avec une équipe super résiliente et super compréhensive sur ce truc-là. C'est pas toujours aussi facile. Il y a des gens qui veulent surtout pas perdre une partie de leur périmètre. Surtout le type de profil couteau suisse, mouton à 5 pattes, exactement. À qui tu dis finalement maintenant tu fais plus que... Et il faut leur donner quelque chose d'autre à bouffer, quoi. Qu'est-ce que tu leur dis? Pardon, je suis en train de me faire la réflexion qu'en fait on pourrait dire que Asphalt est un média.
Pas encore, mais ça va le devenir. On pourra y revenir plus tard. Ok. Donc, pour répondre à ta question initiale, comment l'équipe marketing est structurée? Au début, elle se structurait de 2 équipes seulement, content et grosse. Du coup, l'équipe content gérait le social, tout le contenu sur les sites, les fiches produits, les newsletters. Et le gros, du coup, gérait l'acquisition. Globalement, les discussions avec la tech, puisque nous, on a un Shopify, on avait externalisé la tech à une freelance. Toute la tech a une freelance? Ouais. Et ça, c'était... Je peux avoir son nom? Magali. Elle cherche un job? Peut-être. Magali, si tu nous écoutes, appelle-moi. Super Magali. Et du coup, effectivement, on avait ça. Ensuite, progressivement, ça a évolué. Aujourd'hui, ça ressemble à ça. On a un head of brand qui arrive demain, d'ailleurs, dans l'équipe. Bienvenue Théodore. Alors, l'épisode sera sorti quand il sera ouais, arrivé, peut-être. donc, voilà. Bienvenue Théodore. Un head of brand qui va essayer de faire en sorte que la mission de la marque résonne dans toutes les tâches de toutes les équipes marketing. Donc, c'est vraiment un concepteur-rédacteur en chef qui va essayer de créer des concepts qui vont impacter toutes les équipes, market, produit, ops. Son précaré, c'est la plateforme de marque. Ouais, exactement. Ok. Et il est dans ton équipe. Voilà. Ok. Et en gros, la plateforme de marque, il va faire en sorte de l'appliquer dans des prises de parole et des actions concrètes de la marque, soit à travers le produit, soit à travers le market. Donc il la conçoit et en même temps il est le garant. La plateforme de marque est conçue. Ok. Et ça a été difficile à accoucher, mais elle est conçue depuis 6 mois. Et à partir de là, il l'a fait évoluer progressivement en fonction des discussions qu'on a avec lui. Et voilà. Et ensuite, il essaie de l'appliquer à travers des actions concrètes. Ensuite, on a la Head of Brand Content, enfin la Head of Content, qui, elle, gère toute la partie opérationnelle de la création de contenu. C'est une évolution de poste? La personne qui était au content avant, ou c'est une nouvelle arrivée? Non, elle, c'est elle qui avait le content il y a 2 ans et qui, du coup, a monté cette équipe. Son équipe, ok. Du coup, on a dedans DA image, graphiste, enfin, du coup, tout un pôle graphisme, puisqu'on a énormément besoin de graphisme, édito et vidéo. Donc vraiment, c'est la création de contenu, de tout le contenu qui est vu sur le site web, dans les newsletters et tout ça. Donc brand, content, avec la DA, la vidéo. Voilà. Ensuite, un head of social qui lui gère toute la partie, tout ce qui est créé sur le social. C'est-à-dire que c'est les réseaux sociaux, mais aussi les RP, les partenariats, l'influence. Tout ça, c'est géré par Victor au social. Et enfin, ensuite, on a la Head of Growth, le Head of Growth, Ben, qui du coup gère la partie acquisition, CRM et la tech, qui est dans son équipe. La tech est dans son équipe. Ouais. On l'a intégré, en fait, c'est lui qui gère au départ la tech. C'est un très bon product owner à la base. Et en fait, aujourd'hui, c'est un excellent Head of Growth qui gère du coup la tech et la partie grosse, donc CRM et acquise. Ok, c'est intéressant. On a fait le tour des heads off? Non, il y a aussi le service client, Head of Experience, qui donc gère toute l'expérience client, le service client et tout ça. Et vas-y, pardon. Et il y en a une dernière qui est donc la Head of Brand Content femme, donc qui arrive la semaine prochaine pour... Qui fait partie de vos ambitions dont on parlera tout à l'heure. Ça fait 6 personnes de tête? Ouais. Donc, t'es passé d'une équipe de 3 à une équipe de 6 en direct et en dessous, encore une quinzaine du coup. Voilà, c'est ça. En moins 1. J'ai plein de questions qui me viennent, mais déjà, je trouve que la structuration de la boîte, enfin, tu vois, d'avoir mis dans la même équipe, donc sous toi, ton titre, c'est bien CMO, Chief Marketing. Donc, d'avoir mis au marketing, au final, la tech comme de la tech à la DA, aux vidéos, au brand. C'est vraiment pas gravé dans le marbre. Ça peut tout à fait évoluer. Et ça peut évoluer... Donc, il n'y a pas de règle? Non, il n'y a pas vraiment de règle. D'ailleurs, ça me fait penser que je vous conseille un bouquin formidable qu'on a lu et qui... Alors, c'était gros comme une maison, mais je vous ai de grands signes parce qu'on en a parlé en préparant, mais tu m'as dit il y a un bouquin que tous les managers, tous les employés? Absolument. Que tous les managers, potentiellement les employés, même parce qu'il faut le faire lire à tous les enfin, c'est plutôt les managers, parce que c'est vraiment la relation que le manager doit avoir avec ses employés qui est redéfinie et qui a été redéfinie pour nous à travers ce bouquin,
je finis le teasing, c'est donc La règle, pas de règle, le bouquin qui a été écrit par le fondateur de Netflix. Reid Hoffman. Exactement. Pardon, Reid Hastings. Merde, oui. Ouais, Hoffman, c'est LinkedIn, pardon. Reid Hastings. La règle, pas de règle. La règle, pas de règle. Excellent bouquin. En fait, effectivement, pour qu'est-ce qu'on y revenir apprend un petit peu, nous, on l'a lu à un moment déterminant pour la culture de boîte. Là, du coup, on est passé de une équipe de 15 à une équipe de 50 en 1 an et demi. En plein Covid, énormément de télétravail. Donc, on se retrouve avec des managers qui, moi le premier, qui étaient très hands-on sur toutes les actions faites, enfin, je dis n'importe quoi, mais pour n'importe quel contenu, n'importe quel article, n'importe quelle publicité, n'importe quel budget, n'importe quel développement tech, j'étais vraiment hands-on dessus. Et en fait, l'équipe a grossi vachement à tel point que, et en fait, elle a tu grossi peux plus être dans l'opérationnel. Exactement. Il y a un moment où il faut savoir se relever et confier. En plus en télétravail, où du coup tu recrutes énormément de gens à qui, bah, évidemment, tu fais confiance, mais il faut comprendre un petit peu comment est-ce qu'elles travaillent et suivre un petit peu le day-to-day de leur travail. Et en fait, progressivement, à mesure où l'équipe grossit, il faut réussir à lâcher prise complètement et à faire confiance à ses équipes. Parce que sinon, en fait, tu peux pas physiquement et en plus, même, tu les brides. Exactement. Ton équipe, elle a pas envie de ça. Ton équipe, elle a été recrutée pour donner le meilleur d'elle-même. Donc, le truc à faire, c'est vraiment de recruter des stars ou des gens excellents et de les laisser faire. Et donc de sortir, de leur donner des règles, hop là. C'est pas grave, c'est le micro, c'est le. De leur donner des directives, en tout cas là où la marque veut aller, une vision, et ensuite de les laisser faire leur manière pour y arriver. Alors, tu as dit ce que j'avais en tête, mais moi, mon apprentissage, ma réalisation, c'est ça. Tu dois pas dire ce que tu dois faire, tu dois dire là où il doit arriver. Ouais. Et ça change tout. Et dans ce bouquin, effectivement, je pensais pas être dans le micromanagement. En fait, je pensais vraiment, au contraire, être très loin de ça. Hein. C'est un gros mot, le micromanagement en start-up. Et en fait, en me rendant compte, en lisant ce bouquin, je me suis rendu compte que probablement que si j'y étais, parce que je suis beaucoup trop dans l'opérationnel de mes équipes et qu'il faut au contraire que je leur donne une vision plutôt que je les aide à faire un truc opérationnel. Là où au contraire, je dois leur laisser de la liberté. C'est les deux mots-clés de ce bouquin, c'est donner de la liberté et donner de la responsabilité. Et ces deux mots, en gros, liberté et responsabilité, ça fonde un peu la culture de marque, la culture de boîte de Netflix. Et chez nous, chez Asphalt, là, ça a changé pas mal de choses ces 3 derniers mois. On a lu ce bouquin, ça s'est répandu comme une traînée de poudre, tout le monde l'a lu, et effectivement, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on change pas mal de choses pour laisser beaucoup plus de liberté à notre équipe et les laisser faire. Et depuis, on a des super actions qui ont été menées, énormément de choses très positives qui ont été menées parce que du coup, l'équipe répond ultra positivement à ce changement de management, ce changement de culture d'entreprise qui a été probablement, en fait, la boîte a grossi un petit peu dans la douleur et dans le Covid, enfin dans le télétravail où on était en train de mettre des process en place tous les jours justement. Et en fait, ces process, ils ont surtout servi à contrôler et probablement à brider un peu l'équipe. Et là où du coup le Covid est en train de retomber, et on est en train de se rendre compte que le management, il faut qu'on change complètement qu'on pivote complètement, et c'est en train d'être de changer la boîte. Ça doit être passionnant, et c'est vrai que c'est intéressant parce que nous, dans la croissance, on s'est intéressé beaucoup au process. On a fait une croissance qui est inférieure à la vôtre, mais qui est quand même très correcte, mais il n'est pas impossible qu'on finisse l'année, nous on clôt en juin, à plus de 50%. Et cette croissance s'est faite, alors dans la douleur et la friction, oui, parce que l'année était difficile pour tout le monde, qu'on a cru beaucoup, plus vite qu'on a recruté, que c'était pas une période qui était sympa humainement. Et on a eu tendance à pousser le process aussi, justement, mais avec cet objectif de simplification et de fluidification de certains sujets, alors que je pense que un truc qui est hyper important, je pense, c'est le stop, start, continue, tu vois, de t'arrêter régulièrement avec tes équipes et te dire, bon, qu'est-ce qu'on arrête, qu'est-ce qu'on recommence, qu'est-ce qu'on modifie, tout ça pour bosser mieux, quoi. Qu'est-ce qu'on arrête comme process parce qu'il ne sert à rien, qu'est-ce qu'on commence parce que on se rend compte qu'on en a besoin, et qu'est-ce qu'on modifie pour optimiser. Tout à fait. Et nous, effectivement, pendant qu'on est dans les process et les trucs qui ont vraiment aidé, j'imagine que c'est évident pour plein de startups, mais en tout cas, les 2 éléments qui nous ont vraiment un peu structuré cette année, et qui pour le coup on continue à faire, c'est d'abord d'avoir un peu une vision tech dans l'ensemble de l'équipe market. Du coup, on fait un point quotidien tous les matins à 10h
Porté par ton Head of Growth? Non, en fait, chaque équipe donne les éléments que les autres équipes doivent savoir pour que chaque jour... Pas forcément que technique, du coup. Non, effectivement, en fait, comme ça vient du point tech, effectivement, ça vient un peu de la tech, c'est cette habitude de faire un point quotidien pour savoir un daily, qu'est-ce qui avance, qu'est-ce qu'il faut qu'on arrête et tout ça. Là, du coup, c'est ce qu'on fait au quotidien avec toute l'équipe market. Et évidemment, les OKR, ce qui est une méthode, les objectifs key results, où tous les 3 mois, du coup, on se pose, toute l'équipe ensemble, on définit les objectifs de la boîte pour dans 3 mois, et ensuite on répercute l'objectif de cette boîte sur l'ensemble de l'équipe. Chacun a ses objectifs très précis avec des key results, donc des objectifs qui sont atteints ou pas. C'est oui ou non à la fin des 3 mois. Il n'y a rien de... Il y a pas de bonus, salaire ou je sais pas quoi. C'est juste que tout le monde est aligné sur une seule vision. Ouais, on prend la même direction, quoi. On marche tous dans le même sens. Exactement. Et ça fait énormément de bien. Bon, on l'a mis en place il y a 2 ans, donc maintenant on est bien rodé, mais ça a changé pas mal de choses. Et si vous le faites pas encore, ceux qui écoutent, vraiment, ça change tout. La règle, pas de règle, dans toutes les bonnes librairies, sur tous les bons Kindle ou comment ça s'appelle à la Fnac? Audible, sinon moi, j'écoute sur Audible et c'est très bien. Dernier sujet que j'aimerais aborder, un sujet que j'aimerais encore aborder. Je trouve que vous aviez déjà, quand on avait enregistré à l'époque, une marque, un ADN, une culture vraiment forte. J'avais découvert en cours d'enregistrement, je crois que c'est toi d'ailleurs qui faisais, je sais pas si tu le fais encore, les voix des vidéos. Non, je fais plus, ouais. J'en fais pour certaines vidéos, mais pas toutes. Okay. Puis j'ai arrêté de fumer, donc ma voix est beaucoup moins grave. Voilà un bon tip. Je te demandais quels sont les tips sur YouTube. Fumez, buvez du whisky. Fumez très tôt et buvez du whisky. Ça fera du... Évidemment, je dis ça avec... Pardon, c'est une blague. Ne le faites pas, ne buvez pas, ne fumez pas. Bref, vous avez posé la plateforme de marque, vous avez clarifié la plateforme de marque. Tout à fait. Et voilà, je vous avais prévenu, chers auditeurs, il y a des artisans qui passent. Je vais les laisser passer, c'est pas grave. Vous avez clarifié la plateforme de marque et tu l'as dit tout à l'heure d'ailleurs, tu l'as abordé, tu as dit vous avez mis 1 an à accoucher. Ouais, c'était très très long. Raconte-moi, c'est quoi une plateforme de marque? En fait, il y a un moment où on voulait absolument définir qui... Vas-y, ouais. Pardon. Il y a un moment où on voulait vraiment comprendre qui on était. Il a fallu un moment, au moment où la boîte commençait à grossir, des personnes commençaient à rentrer. Vas-y, continue. Il fallait leur... pardon, il y a un peu de passage. Il y a du passage. Ça fait du bien. Il a fallu définir qui on était pour pouvoir l'expliquer aux autres, pour pouvoir l'expliquer aux gens qui rentraient dans la boîte. Et en fait, progressivement, du coup, on s'est demandé quel était le truc de Simon Sinek, tu vois, le why, le pourquoi, est-ce qu'on était là, le how, le what. Et on a commencé à écrire tout ça. Déjà, ça a été assez long, on n'était pas d'accord. On a fait plein de brainstorming, et ça a été long et tout. Qui a participé? Vous étiez 3 ou 50? Enfin, tu vois ce que je veux dire? On était 2, c'était principalement Will et moi. Ok. William, ouais, le fondateur. Et ensuite, du coup, une fois on a mis des valeurs, il y avait 9 valeurs. Une première mission qui était mettre la qualité sur le dos d'un maximum de mecs. Ensuite, on a fait, on a mis tout ça à plat dans une vidéo qui était notre brand movie en expliquant pourquoi on fait ce qu'on fait. L'industrie du vêtement est partie en vrille. Nous, on a décidé de faire quelque chose à propos de ça, et donc on propose donc le how, le why. Nous, en gros, notre objectif, c'est de mettre la qualité sur le dos d'un maximum de mecs parce que l'industrie du vêtement est partie en vrille. Et pour ça, on fait des questionnaires, de la co-création, donc de la précommande, et on bosse avec des artisans européens. Voilà. Ce brand movie-là, il a changé la donne aussi. Alors, tu l'as dit rapidement, il y a pas mal de gens qui écoutent l'épisode en accéléré. Mettre la qualité sur un dos d'un maximum de mecs. Sur le dos d'un maximum de mecs. Ouais. Et donc vous lancez, vous posez ça. Exactement. On lance donc on le transforme en script, on met des belles images dessus, on le poste sur YouTube, et en fait ça doit être le truc qui a été probablement plus vu par les auditeurs. Cette vidéo qui commence par ces dernières décennies, l'industrie du vêtement est légèrement partie en vrille. Les vêtements sont devenus jetables et tout ça. Et en fait, ce truc-là, on l'a poussé sur YouTube, sur Facebook. Et en fait, on a récupéré énormément de leads grâce à ça. On faisait répondre aux gens à un questionnaire. Et ensuite, on les faisait rentrer dans le funnel email. Et ensuite, ça nous a rapporté énormément de leads
en expliquant bien ce qu'on faisait et sans dire achetez-nous un truc, mais plutôt en disant suivez-nous et accompagnez-nous dans cette démarche. C'est un mouvement, quoi. Ouais, un mouvement et vraiment une réflexion, un why, tu vois. On a posé notre culture, tu vois, on a étalé notre fonctionnement sur la table. Et en fait, ça a vachement bien marché. Donc on s'est dit, ok, qu'est-ce que c'est que d'autres Asphalt, tu vois? Comment est-ce que nous, en interne, on peut définir Asphalt pour ensuite l'expliquer aux autres? Et donc c'est là qu'on a commencé le travail titanesque de la plateforme de marque. Ça a l'air très très simple au début. En réalité, ça ne l'est pas du tout. Non, c'est pas un enfer, c'est hyper intéressant, mais ça prend du temps. Ça peut pas se faire en 15 jours. C'est pas du tout un enfer parce que ça nous a vraiment aidé à nous comprendre, à définir ce qu'on était, ce qu'on n'était pas, et surtout à se demander là où on allait. C'est quoi Asphalt dans 10 ans? Où est-ce qu'on veut aller? Est-ce que c'est Apple? Est-ce que c'est Patagonia? Est-ce que c'est Uniqlo? Enfin, que des horizons c'est pas forcément d'ailleurs une de ces marques-là. C'est qu'est-ce qu'on veut en faire? Où est-ce qu'on veut aller? C'est quoi l'ambition? Et en fait, en discutant avec tous les gens dans la boîte qui sont déjà là, progressivement, on commence à comprendre, à tirer un fil rouge et à tirer un trait entre pourquoi est-ce que tous les gens sont là. Et en fait, on se rend compte assez vite qu'on est rassemblés par une idée principale qui est de transformer en profondeur l'industrie du vêtement et le rapport que les gens ont avec leurs vêtements. Donc ça, c'est vraiment la fondation de la plateforme de marque. Une fois qu'on s'est rendu compte qu'on est tous rassemblés par cet objectif-là dans la boîte, en fait, c'est beaucoup plus clair de pitcher la marque et d'expliquer la marque aux gens qui veulent venir dans la marque, aux gens qui suivent la marque sur les réseaux sociaux, enfin les clients, les non-clients encore, enfin les prospects et les gens qui veulent venir bosser. Enfin, une fois qu'on a posé la plateforme de marque, tout est beaucoup plus clair. Une fois qu'on a posé ce truc, on est rassemblés pour une raison. C'est quoi les problèmes? C'est quoi le problème auquel on répond en réalité? Pourquoi est-ce qu'on est là? À quoi on sert? Est-ce que on ferait pas mieux, si on voulait sauver la planète, de ramasser des saloperies sur la plage? Pourquoi on fait des vêtements, tu vois? C'est quoi notre raison d'être? Et ça, le fait d'y réfléchir, de le poser sur une présentation PowerPoint et de faire avancer la réflexion sur la raison d'être de la marque, ça a vraiment tout changé et ça a clarifié beaucoup de choses pour nous, pour nos clients et pour nos nouvelles recrues. Du coup, ça a pris quelle forme? Celle-là, c'est donc une vidéo. C'est un PDF effectivement qui est à usage interne. Ouais. Et ensuite, c'est effectivement tout un tas de contenus qui doivent être créés pour soutenir cette plateforme de marque et cette ambition. Et c'est pour ça rassembler pour transformer en profondeur l'industrie du textile, en gros, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et le rapport que les gens entretiennent avec leurs vêtements. En gros. Et ça parle au client final? C'est pas notre mission, ça. Notre mission, c'est habiller les gens sans défoncer la planète. Ouais. En gros, c'est comment est-ce qu'on le traduit pour les gens. Mais juste, nous, en interne, ça doit se définir comme ça pour que chacun sache ce qu'il a à faire. Puisque l'équipe produit, ne pas défoncer la planète, c'est pas assez clair, tu vois. Ce qu'on veut, c'est transformer profondément l'industrie du vêtement. Pour et ça, c'est à travers. Exactement. Et l'équipe market, ce qu'elle doit faire, c'est transformer en profondeur le rapport des gens avec leurs vêtements. Et du coup, si tu vas voir un client et que tu lui dis je vais transformer ton rapport avec les vêtements, il dit va-t'en. Oui. Mais ça doit être ce qu'on a à cœur, et pour à la fin évidemment habiller les gens sans défoncer la planète, c'est donc de leur mettre des bons vêtements sur le dos qui tiennent longtemps, et surtout de leur apprendre à consommer correctement, intelligemment, ce dont ils ont besoin. Et à être bien informés sur leurs vêtements. Top. Bien les entretenir. Je pense que c'est hyper important. Comme je le disais en intro, ou je sais pas si je l'ai dit, mais je vous invite à écouter aussi l'épisode avec Anthony Bourbon. On parle beaucoup de cette plateforme de marque, mais je pense qu'il est crucial, comme vous l'avez fait, et tu l'as dit, de la travailler. Alors peut-être de la retravailler quand ça fait plusieurs années qu'on l'a, parce que la mission on n'en change pas tous les jours, mais ça dicte. J'aime pas ce terme, mais ça dicte presque tout ce qui... Enfin, il y a plein de choses qui en découlent, sur du recrutement, sur des valeurs, Nous, on a limite maintenant une checklist lors des entretiens en se disant il y a des cases à cocher
sur par exemple les valeurs, j'en sais rien. Ça définit aussi ta charte éditoriale, le ton que tu vas prendre. Enfin, il y a tellement de choses qui en découlent, c'est hyper important, quoi. Tout à fait, parce que la plateforme de marque, du coup, c'est assez global. Ensuite, il y a la mise en application de la plateforme de marque, qui est du coup effectivement à qui on s'adresse, c'est quoi l'ambition, et du coup c'est quoi la ligne éditoriale exactement, la direction artistique, la direction stylistique, plein de choses qui sont essentielles à une petite start-up qui veut croître beaucoup. Passionnant. Le temps file, on pourrait en parler encore des heures. On se fera un catch-up dans un an où tu me parleras des sujets qu'on va aborder maintenant. Ouais. Quelles sont vos ambitions en termes de chiffres? Donc vous êtes passé de 5 à 13, tu as une tendance là? Ouais, bah, là on aimerait conserver cette croissance en 30% cette année. Donc pour le moment on est relativement bien parti pour faire... Entre 25 et 30? Ouais, 25 et 30. Attends, c'est fat. Mais c'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, oui. Et j'aurais dû terminer sur la plateforme de marque, t'as des KPI? Comment tu sauras que tu as transformé en profondeur l'industrie textile? En fait, on a notre North Star métrique, notre étoile polaire, c'est les clients actifs. En fait, qui t'ont commandé plusieurs fois? Alors en fait, c'est des clients qui ont acheté au moins une fois sur l'année écoulée. Ok. Donc en fait, pour nous, on veut pas pousser les gens à acheter ce dont ils n'ont pas besoin, mais on se dit que les gens ont besoin d'au moins un vêtement par an, au moins un t-shirt, disons, par an, ou un slip. On n'a pas encore fait de slip, mais ça arrive. Et donc, si quelqu'un a arrêté d'acheter depuis plus d'un an, on le considère comme endormi. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est garder des clients actifs, donc des clients qui rachètent au moins une fois par an. Okay. Et aujourd'hui, c'est 75% de nos 100 000 clients. Okay. Mais on a fait énormément d'acquisitions l'année dernière, donc c'est un peu normal. Okay. Donc là, cette année, l'objectif, c'est de continuer à croître et à conserver. D'activer les nouveaux clients. Exactement. Enfin, et de réactiver les anciens clients. Ok. International et femmes. Exact. Vous y êtes ? C'est les deux énormes enjeux, là, c'est les OKR de cette période-là. On va lancer le vestiaire femme en octobre 2021. Inch'Allah. On va vraiment tout faire pour, et c'est pour ça qu'on a recruté. Commence à recruter. 2021. Okay, ouais. Octobre 2021, ouais. Et c'est vraiment un challenge extrêmement intéressant d'essayer du coup de dupliquer, de dupliquer la marque pour femmes. Et du coup, ça nous fait poser énormément de questions sur qu'est-ce que c'est la marque, du coup, en quoi est-ce qu'elle est genrée aujourd'hui et comment est-ce qu'elle ne doit pas l'être. Puisqu'on veut pas que ce soit une marque genrée. Et déjà, rien que dans le nom, Asphalt, ça renvoie quelque chose d'assez indus. Peut-être aussi de ce qu'on en a fait, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que là, on a notre logo aujourd'hui, c'est du béton et l'image, la DA qu'on a choisi jusqu'à maintenant, effectivement, c'est des trucs très indus, très road trip et tout. Après, on pense pas changer profondément ces trucs-là pour la femme, mais on se pose des tas de questions. On est en train de faire des focus group avec des dizaines de femmes qu'on écoute, à qui on posé énormément de questions sur ce genre de trucs, sur est-ce qu'on doit changer de DA, quel ton est-ce qu'on doit prendre, quel genre de mannequin on doit prendre, enfin, est-ce qu'on doit changer de nom? Puis quel genre de vêtements? Évidemment, quel genre de vêtements, ça c'est notre ADN. Non, enfin pardon, excuse-moi, oui, je réfléchis en même temps que je te parle. Oui, tout à fait, on discute d'énormément de choses, et là, globalement... Parce que le côté durable, répété d'un vêtement que je vais porter pendant 5 ans et qui mis pas la planète, qui va rester tel que je l'ai acheté... Ça, c'est évidemment pas genré, enfin, tout le monde a... en fait... Ma femme est peut-être pas un bon exemple, très cher si tu m'écoutes, mais... justement, on essaie de comprendre ça, le rapport. Et aujourd'hui, on voit deux tendances émerger. La première, c'est qu'il y a une culpabilité à un plaisir. En gros, c'est ça. C'est culpabilité-plaisir, c'est ces deux tendances-là, et qui peuvent être... tendre plutôt vers l'un ou plutôt vers l'autre en fonction du profil des personnes. Des personnes qui sont en face de toi. J'entends bien, et c'est exactement la direction dans laquelle j'allais. J'étais en train de me dire que les seuls vêtements qu'elle porte aujourd'hui et qu'elle portait il y a 5 ans sont des vêtements confort, sport éventuellement, mais pas mode, pas fashion. Pour le coup, la promesse, elle est juste, on verra le lancement. Je veux pas avancer. La promesse, pour le moment, sur les focus group qu'on a fait avec les questionnaires qu'on a envoyés, on a l'impression qu'elle est assez bien reçue. On va voir à quel point est-ce que
j'espère, déconstruire complètement l'idée que effectivement les meufs achètent énormément de vêtements et en fait les mecs ils en achètent très peu et ils veulent que ce soit durable. En fait, je pense qu'on peut réconcilier tout le monde avec la promesse d'Asphalt. C'est ce qu'on va voir et c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc un premier enjeu qui est en octobre 2021 d'attaquer le marché de la femme. Le marché de la femme avec des focus group pour bien comprendre comment la marque peut s'adapter. Tout à fait. Okay. Comment est-ce qu'on doit s'adapter Mais le modèle ne change pas. Le modèle ne va pas changer. Le modèle de questionnaire, questionnaire co-création, précommande. Voilà, exactement. Okay. Donc ça c'est le premier enjeu et l'international en est un. Ouais, alors ça fait 1 an qu'on est dessus. On a commencé avec on a commencé par dupliquer des pages de vente sur deux produits à fort potentiel d'acquisition chez nous. C'était le t-shirt et le jean. Ton Shopify était déjà multilingue avant ou pas ? Non. Donc, il a été on avait utilisé Weglot à un moment il y a 3 ans, mais finalement on avait arrêté, on s'était concentré sur le marché le marché France, pardon. Donc tu as un Shopify en français, tu dupliques quelques pages de produits et tu les internationalises. Exact. Du coup en anglais ou en quelle langue vous êtes allé sur quel pays ? Juste en anglais. Juste en anglais. Ensuite on a pushé en 3-4 pays, Grande-Bretagne, Allemagne, Italie, Espagne. Mais du coup, tu dupliques pas qu'une page produit parce que. Ouais, tu dupliques le funnel, tous les emails transactionnels. Enfin, tu internationalises. C'est un peu galère, mais globalement, c'était juste pour voir si les taux de conversion étaient à peu près similaires à la France ou pas. Il se trouve qu'en Allemagne et en Grande-Bretagne, c'était un peu moins bon, mais assez prometteur. On a décidé, alors vraiment, j'ai du mal à me rappeler de pourquoi est-ce que on a décidé d'aller en Grande-Bretagne. Avec tout ce qui s'est passé en plus avec le Brexit. Enfin, on a décidé d'aller en Grande-Bretagne. Malin. Ouais. Vraiment super smart. Et c'est pas idiot, je veux dire, mais malin d'aller faire un test à cette époque. Alors non, c'est en fait pour une raison très simple, c'est qu'on a trouvé une équipe de copywriters british avec qui on s'est super bien entendu, qui sont très forts. Et du coup, on s'est dit, là, on a une super équipe. Autant leur faire confiance. Ils nous disent que ça va le faire, on y va. Et en fait, à l'époque, on savait pas vraiment pour le Brexit. Bref, donc, on est parti comme des balles sur l'international, en essayant de répliquer la magie exactement pareille de ce qui s'était passé en France au début. C'est-à-dire, on s'y était pris pile en même temps, c'est-à-dire qu'on avait réceptionné des réponses à des questionnaires. Ensuite, on avait envoyé plusieurs articles pour expliquer, voilà, vous nous avez dit ça, c'est ça que vous voulez qu'on fasse dans votre pays, donc voilà ce qu'on va faire. Voilà comment est-ce qu'on... Donc on avait envoyé 5-6 articles de teasing, ce qu'on avait fait en France en fait exactement en 2016, jusqu'au lancement du pull parfait. Donc là on avait traduit tout le site complètement, fait un deuxième Shopify en anglais. Et ça a donné quoi ? Et ça a aidé pas mal. On a fait un lancement qui était évidemment pas aussi fort qu'en France il y a quelques années. Mais c'était assez prometteur. On a vendu 600 pulls en Grande-Bretagne, donc on était assez satisfait. Et on a progressivement rattrapé à l'international le rythme des lancements français. Okay. Ça veut dire que en 4 mois, on a fait peut-être un lancement sur 2 à l'international, en se concentrant sur la Grande-Bretagne. Et en fait, à partir de janvier, on a fait tous les lancements qu'on faisait en France à l'international. Janvier 2021. 2021. Ok. Là, toujours sur le UK. Toujours là en se concentrant sur le UK. Okay. Bon, il se trouve que la traction est pas ouf. On sent qu'il n'y a pas vraiment de magie, que les clients sont très satisfaits, qu'il y a un bon taux de repeat, mais que ils achètent beaucoup, ils lisent assez peu, ils regardent assez peu les vidéos. Et en gros, ils regardent 3 photos, ils achètent et ils se barrent. Et ils sont pas très impliqués dans la co-création, dans la mission et tout ça. À ce moment-là, du coup, on se dit que pour quand même rentabiliser les frais fixes de cette création de contenu, on va ouvrir l'acquisition un petit peu aux autres pays et on tombe donc sur des perfs en Allemagne qui sont assez fortes en fait. Et en fait plus fortes que ce qu'on avait vu au début. Et en fait, progressivement, on se rend compte que le marché allemand est en fait beaucoup plus intéressé par ce qu'on a proposé que le marché anglais. Le marché anglais, il clique, il achète, il se barre. Le marché allemand, en fait, il laisse son email, il ouvre tous les mails, ça l'intéresse, il répond au questionnaire, la relation de confiance se construit. Et en fait, c'est exactement ce que nous voulons faire. Donc, il est compatible avec le modèle et les valeurs.
et les valeurs. Et donc, il nous écrit des longs mails. Lui, pour le coup, il est beaucoup plus actif sur les réseaux sociaux. Il nous explique exactement ce qu'il veut. Donc là, vraiment, on rentre dans une relation et tout ça en anglais. Accessoirement, en Allemagne, tu as 80 millions de personnes. Tu le disais quand on préparait, mais tu as l'Autriche, la Suisse, une partie de la Suisse que tu peux. Ça t'arrive à 100 millions, quoi. Ouais. Et il a de l'argent, en plus. Ouais, tout à fait. J'aime bien faire des généralités sur 100 millions de personnes faciles. Le germanophone a de l'argent. Ouais, bah écoute, en tout cas, les pays, le panier moyen allemand est il y a 10 balles de plus, mais un peu plus élevé que Ouais, mais 10 balles de plus, c'est quoi ton panier moyen en France ? C'est 136. 146. Ouais, tout à fait. Ça fait 7%. Effectivement. Ouais. Du coup, là, la stratégie, c'est d'apprendre à scaler l'ouverture d'un pays. C'est d'être capable en 2 semaines, d'être capable d'ouvrir un nouveau pays. Là, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, gros, c'est quoi le prochain ? Là, du coup, on est en train d'essayer de... Au début, le problème, c'était le contenu. Quand on a créé avec la Grande-Bretagne. Maintenant, c'est plus vraiment le contenu, puisqu'on a un process de recrutement de country manager. Maintenant, du coup, là, on a un problème tech, puisqu'il faut intégrer, en fait, tous les Shopify. Enfin, en gros, il y a plusieurs devises qui doivent être intégrées soit dans un Shopify, soit dans plusieurs. Bref, on est sur un problème tech. Attends, tu dis bref, mais c'est important. Un ou plusieurs Shopify ? Plusieurs Shopify. Enfin, pourquoi ? Un Shopify par devise. Parce qu'en fait, ton Shopify, il est paramétré avec une devise, et donc tu peux pas avoir... Mais tu peux faire du multi-devise, multi-stock. Alors... Ok, on s'en parle. Ouais, tout à fait. Je suis plus tout à fait sûr de là où on en est arrivé. Bref, on est en plein dedans. Mais donc dupliquer les plateformes techniques, et en termes de contenu, c'est de la duplication ou de l'adaptation ? Au début, c'était de l'adaptation. On a vraiment essayé de recréer une magie. On a essayé de créer vraiment un ton vraiment... Enfin, adapter le ton français en anglais, c'était vraiment très difficile. Et c'est pour ça qu'on a fait la plateforme de marque aussi, parce qu'on avait du mal à le définir, ce ton-là. Donc, ça s'est suivi la création des plateformes de marque, du coup, qui a permis de clarifier le ton anglais. Et du coup, qui va permettre d'adapter aussi le ton allemand, puisqu'on recrute donc, c'est plutôt de l'adaptation. Voilà, on a essayé la duplication sur 2-3 formats. Ça marche difficilement, puisque une vanne en France, elle marche pas du tout en Grande-Bretagne ou en Allemagne. Donc, on recrute des humoristes pour... c'est vrai. Pas des ok, d'accord, j'ai eu peur. Non, des rédacs avec qui on s'entend bien. Hyper intéressant, tu dis que vous avez un process de recrutement de country manager. Quels sont les prochains pays que vous allez ouvrir ? Ou zones ? Ça va... Ou langues ? Ça va pas mal définir... Ça va pas mal dépendre des tests qui se passent en amont. C'est-à-dire que il faut d'abord faire un test sur un ou 2 pays, de voir effectivement quels sont les pays qui ont le plus de potentiel et qui sont le plus raccord, le plus mûr en gros pour notre offre. Le plus adéquat quoi, avec ce qu'on a proposé. Un peu comme Sheila. La chanteuse, elle est adéquate aussi. Le plus adéquate. Voilà, adéquate, tout à fait. Waouh. Chers auditeurs, vous pouvez raccrocher. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Et désolé, le panier, c'était une belle aventure qui s'arrête aujourd'hui sur cette blague pourrie. Mais donc, du coup, tu te représentes tous les soirs à la Cigale, à 18h. C'est ça. Et j'ai postulé au poste de comique chez Asphalt. Non, mais voilà, adéquation valeur modèle d'Asphalt pour les nouveaux marchés. Et donc, ça peut être, on aimerait bien les États-Unis, bien sûr, mais ça pourrait être le Pérou, que sais-je. Cool. Voilà. Tu nous en reparles dans un an, c'était passionnant. Il y a tellement de sujets. On n'a pas tenu la demi-heure. Ça fait 56 minutes au moment où je parle qu'on enregistre. On a parlé de la diversification qui était un enjeu clé. Tu m'as dit l'accélération s'est faite par la diversification de l'offre. On a parlé de l'hypercroissance et de management avec ce bouquin que tu nous recommandes. La règle, pas de règle, de Reed Hastings, décidément. Putain, Reed Hastings. On a parlé de management, de dilution d'ADN et de culture et comment il faut savoir le concentrer. On a parlé de la formalisation de ton équipe avec 6 personnes sur du growth, du brand, du content et j'en oublie, mais... Service client social. Voilà, c'est ça. Et enfin de plateforme de marque et de vos enjeux et du temps qu'il faut pour le poser. C'est marrant parce que nous, on a des clients aussi qui nous disent on aimerait une mission de 2 semaines sur notre plateforme. On leur dit non, une mission de 6 mois. On peut se voir 2 fois, peut-être une fois le jour 1, une fois au bout de 6 mois, mais il faut faut vraiment que ça infuse, quoi. Il faut que ça. Rodolphe, merci infiniment.
Eh ben avec plaisir. Merci d'avoir écouté ce podcast. 55 minutes, ça paraît long. Et puis je recrute pas mal. Donc si jamais vous cherchez un boulot à Bordeaux ou même à Paris parce qu'on fait un peu de remote, et ben checkez sur Welcome to Jungle ou envoyez votre candidature. On peut te contacter de toute façon sur LinkedIn. Tout à fait, sur LinkedIn, sur Welcome. En tout cas, on va continuer à recruter probablement beaucoup. Donc si vous voulez surfer, profiter du soleil de Bordeaux. Tu surfes toi ? J'ai essayé, mais je suis quand même sacrément nul. Mais tu cours tous les matins ? Presque, ouais. En écoutant des podcasts ou en écoutant des livres, dont La règle, pas de règle. Ou le panier, principalement. Le panier, merci. T'étais pas obligé de le dire, mais c'est sympa. Chers auditeurs, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ce catch-up vous a plu et à très bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode du Catch-up du panier. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée, de noter cet épisode 5 sur 5 ou 10 sur 10 ou 50 sur 50 le max et surtout de le partager à vos proches et vos collaborateurs. Je vous donne rendez-vous sur le panier pour un prochain épisode, du panier ou d'un catch-up. Et d'ici là, n'hésitez pas à me faire vos commentaires et vos feedbacks sur LinkedIn. Vous pouvez me contacter, Laurent Kretz, Kretz. À bientôt.